Nous nous retrouvons pour parler de la légitimité et de la posture de la fonction RH. Combien de fois avons-nous entendu un RH se plaindre du sort réservé à sa fonction? Nous ne sommes pas considérés comme légitimes pour intervenir sur tel ou tel sujet. Cette légitimité est considérée comme un préalable. Faute de l'avoir, il ne lui serait pas possible d'agir. Mais pouvez-vous me donner un seul métier dans l'entreprise dont la légitimité a été décrétée? Cette légitimité, elle se conquiert. C'est en allant sur des terrains où la fonction RH n'est pas forcément attendue, en adoptant les postures adaptées et en démontrant dans les faits ce qu'elle y apporte, qu'elle pourra conquérir cette légitimité. C'est parce que les collègues du DRH seront convaincus qu'il apportera une valeur ajoutée au COMEX ou au CODIR, du fait des contenus de son activité, qu'il y sera intégré, pas du fait d'une position de principe. Soyons clairs, la fonction RH aujourd'hui est en crise. Dans de nombreuses entreprises, elle en est revenue à ses fonctions régaliennes les plus basiques. Pour ne prendre qu'un exemple, à la une d'un des derniers numéros de la Harvard Business Review, cette phrase « Il est temps de faire sauter les RH ». Autre exemple, un ancien dirigeant d'entreprise fortement médiatisé déclare quant à lui « Les RH sont des parasites à l'état pur, cela fait partie de ces sorciers devins qui se sont autogénérés ». Ces deux exemples illustrent le bashing sans précédent que subit actuellement la fonction RH. Sa légitimité est à reconstruire. Cette reconquête de sa légitimité, elle passe d'abord par les terrains d'intervention de la fonction RH. Certaines activités RH ont un caractère contraint, soit que le bon fonctionnement de l'entreprise les requiert, soit qu'elles lui soient imposées par le législateur. La paye, l'administration du personnel, la gestion de la formation, les relations sociales. Il s'agit en quelque sorte des prérequis qui permettent à l'entreprise de fonctionner sans à-coups sociaux. Ils doivent faire l'objet d'une recherche d'efficience. Il s'agit d'assurer qualitativement ces tâches en optimisant les moyens qui leur sont affectés. Fort heureusement, la plupart des entreprises sont allées au-delà et ont construit un deuxième étage en se professionnalisant sur chacun des processus RH. Mais ces processus, de même que les outils qui en découlent, ne sont que des moyens. Ce ne sont pas eux qui vont créer de la valeur et ils n'en créeront que s'ils sont orientés et mis au service d'autres objectifs. L'expertise RH ne constitue pas une fin en soi, c'est un moyen. Trop rares encore, des entreprises ont investi un troisième étage, celui de la fonction stratégique de terrain. De quelles pratiques RH avons-nous besoin et quels projets RH devons-nous mener pour mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise et alimenter son développement? En nourrissant le contenu et la mise en œuvre du projet stratégique, la fonction RH fonde sa légitimité sur son impact sur les résultats économiques de l'entreprise. Prenons quelques exemples. En mettant en évidence les expertises différenciantes de l'entreprise, la fonction RH de la vision Power Conversion de General Electric a généré un nouveau développement de l'entreprise dans les éoliennes. Autre exemple, en transformant la réalité quotidienne vécue par les équipiers dans les restaurants, la fonction RH de McDo France a modifié l'image de l'enseigne en tant qu'employeur et a permis de conquérir de nouveaux clients. Troisième exemple, en associant la totalité des collaborateurs à la construction de la vision 2025, la fonction RH de Chronodrive a considérablement renforcé leur engagement avec un fort impact sur les résultats de l'entreprise. Nous en arrivons maintenant à la posture de la fonction RH. Lorsqu'elle tire sa légitimité de la paix sociale et de la protection de l'entreprise contre les différents risques sociaux, elle est alors la gardienne des règles et des interdits, dans la posture du sachant, face à des opérationnels considérés comme peu responsables. La tentation de jouer les gendarmes existe encore dans certaines DRH. Dans de nombreuses entreprises, nous l'avons vu, la source de sa légitimité a glissé vers le terrain de l'expertise et de la technicité. Mais ce qui permettait d'asseoir son autorité lui a aussi été reproché. En se professionnalisant sur le plan technique, la fonction s'est parfois éloignée d'un traitement simple et adapté des enjeux humains de l'entreprise, avec une dérive que nous pourrions qualifier de technocratique. C'est ce qui a généré le succès de la notion de business partner. La pratique du terrain, la compréhension des réalités et des logiques opérationnelles,
la réponse aux demandes de ceux qui se situent au cœur des enjeux business sont apparus à la fonction RH comme le recours face au procès en bureaucratisation qui lui était intenté, parfois à juste titre. Cet alignement du praticien RH sur les besoins opérationnels lui a permis de se reconnecter avec les réalités de l'entreprise. Mais dans certaines entreprises, le RH Business Partner n'est plus là que pour répondre aux demandes ponctuelles et immédiates des responsables opérationnels. Dans une logique d'inféodation, la fonction RH a de fait adopté une posture de valet et d'exécutant dans ces cas-là. La proximité et l'expertise doivent bien évidemment être maintenues, mais mises au service du projet RH de l'entreprise. Le praticien RH s'appuiera alors sur sa connaissance des réalités du terrain pour faire grandir le responsable opérationnel sur les logiques RH, en construisant avec lui les réponses en cohérence avec les projets RH et en l'aidant à gagner en autonomie sur ces enjeux. Cette posture de mentor est celle qui permet au DRH de positionner les enjeux RH là où ils doivent l'être. Merci et à bientôt.